Bonjour, bienvenue au podcast Ma Vérité. Je suis super heureuse aujourd'hui de venir te parler avec Luce Beaulieu qui va partager sur un sujet très intéressant. Puis le but de cet épisode aujourd'hui, chère maman, c'est vraiment, puis chère femme, hein, parce que l'épisode est pour toutes les femmes dans le fond. On va parler aujourd'hui, c'est vraiment un épisode de prévention. Fait que j'ai super hâte de t'entendre là-dessus, ma chère Luce. Dis-nous qui ce que tu es. Parle-nous de toi maintenant avant de commencer dans le vif du sujet. Oui, ben, je suis une femme, premièrement. Je suis une maman d'un grand de 14 ans. Je suis une amoureuse aussi. Je suis une coach. J'accompagne les femmes dans leur transition de la quarantaine, cinquantaine. Et puis, je suis quelqu'un qui est très curieuse. Je suis aussi une facilitatrice en innovation sociale. Je porte plein de chapeaux, puis j'aime ça quand les choses sont dynamiques, bougent. Et puis, je suis passionnée par le développement et l'évolution de la conscience humaine en général, mais particulièrement pour les femmes. J'aime ce que tu dis là. J'aime la manière que tu l'as porté. Ça me rejoint tellement. Mm. Puis là, toi, Luce, là, tu as commencé à être maman pas mal sur le tard, là. Raconte ça, là. You see, ça a commencé. Puis, let's go. Ouais, ben oui, quand même. Ben, je suis tombée enceinte à 38 ans. J'ai eu mon fils à 39 ans. Et donc, j'étais déjà dans la période de la périménopause. En fait, moi, j'ai toujours eu une énergie assez débordante. J'étais capable de travailler des 40, 50, 60 heures par semaine et de sortir et d'organiser des trucs avec des amis, de voyager, de faire plein de choses. Et je pensais que j'étais encore invincible quand j'étais jeune maman. Et donc, quand mon fils était tout petit, j'ai fait une maîtrise. Puis à la fin de ma maîtrise, je passais vraiment proche du burn-out. Wow! Vraiment. Et puis là, j'ai fait, oh, OK, les choses sont différentes dans mon corps, mon énergie est différente, mon cycle menstruel aussi était très, très différent. J'avais toutes sortes d'états, de symptômes que je trouvais qui étaient amplifiés ou qui étaient nouveaux. Et donc, je me suis vraiment intéressée à cette époque-là, donc il y a 10 ans, 11 ans même, aux débalancements hormonaux. Et j'ai découvert que j'avais une dominance estrogénique, je manquais de progestérone. Et évidemment, le stress chronique, c'est quelque chose qui affecte beaucoup, beaucoup l'équilibre hormonal. Donc, je me suis intéressée à toutes ces choses-là au niveau des piliers de la santé holistique. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur ma nutrition, sur l'exercice, donc le mouvement, la gestion du stress. Et puis, à cette époque-là, ça faisait déjà plusieurs années que j'étais dans une démarche de croissance personnelle, de développement personnel. Donc, j'ai commencé à focuser aussi sur des nouvelles pratiques de conscience de soi, de respiration, tout ça. Et donc, j'ai réussi à avoir un meilleur équilibre hormonal pendant quand même un bon paquet d'années. Et c'est vraiment rendu vers 48, 49 ans, donc assez proche du moment où ma ménopause a été complétée, que j'ai recommencé à voir des choses qui étaient différentes, encore une fois, dans mon cycle, dans mes états, dans ma santé mentale aussi. Puis je te dirais aussi beaucoup au niveau de mon purpose, de pourquoi je suis ici, pourquoi je fais ce que je fais. Un petit peu en quête d'identité, pourrais-tu dire? Ou... Oui, je pense qu'à ce moment-là, j'étais vraiment dans un shift au niveau de mon identité. Ça faisait 10 ans que j'étais dans le domaine de la recherche en développement durable, économie circulaire, donc des domaines qui m'avaient toujours passionnée. Et là, tout à coup, je me retrouvais en fait à me poser des questions. Est-ce que c'est vraiment ma place? Est-ce que c'est qu'est-ce que je veux vraiment faire pour le reste de ma vie? Tu sais, quand on est rendu dans ces âges-là, on en a presque autant derrière soi que devant soi au niveau des années. Et donc, c'est normal, je pense, c'est sain aussi de se poser des questions sur qu'est-ce que je veux continuer à faire, c'est quoi que je veux léguer aussi aux prochaines générations. Oui. Et donc, j'ai commencé vraiment à me poser des questions à ce moment-là. Et j'avais travaillé d'ailleurs avec une coach à cette époque-là. Puis, je suis arrivée vraiment comme à un embranchement à un certain moment donné où c'était, c'est soit j'essaie de créer quelque chose pour moi, une entreprise, un projet, quelque chose comme ça, ou j'essaie de trouver un emploi dans un autre domaine que le secteur de la recherche. Wow! Il n'y a pas vraiment eu de déclencheur, à part que
peut-être juste hormonal? Ben, juste, c'est pas juste, je veux dire, c'est gros assez. Mais je veux dire, crois-tu que c'est en lien avec la ménopause puis tout ça, la périménopause? Absolument. Puis Ouais, aussi, hein? c'était en plein milieu de la COVID. Et donc, je pense que c'est une époque où tout le monde se posait beaucoup de questions. Le mode de vie avait tellement changé. On était tellement dans une situation particulière, unique, que je pense que c'était aussi propice à se poser des questions sur sa vie, sur qu'est-ce qu'on fait ici, puis qu'est-ce que je veux faire pour les 50 prochaines années finalement. Fait que je pense que c'était les deux, vraiment. Mais c'est sûr que, on ne peut pas faire abstraction de un ou de l'autre parce qu'on est des êtres sociaux, on est des êtres qui existent, oui, dans nos corps de façon biologique, mais on est aussi des êtres sociaux. Et donc, je pense que c'est vraiment les deux. Évolutif. Absolument. Et des aides de purpose, des aides de, me semble qu'on veut laisser une trace quand on ne sera plus là, de ce monde. Puis je trouve, comme tu dis, quand tu arrives à 50 ans, comme tu dis, il y a autant d'années en avant, en arrière, ou plutôt l'inverse, avec mes mains. Mais comme, ben, toi, je crois que c'était du bon bord, mais pour moi, non. Ouais, fait que c'est sûr, quand tu arrives à cet âge-là, puis là, tu viens de me faire réaliser, parce que souvent, à 50 ans, on a une crise identitaire, si on n'a pas déjà fait la quête de soi, tu sais, ce qu'on n'a pas déjà enclenché. Puis si j'ai bien compris, toi, ta quête de soi, croissance personnelle et tout ça, l'avais-tu juste démarré après la naissance de ton garçon ou tu savais... Ou non, juste... c'était vraiment avant. J'ai commencé à la mi-trentaine, à peu près, quelque chose comme moi. ça. Ouais. 33 ans. Ouais. 33, ouais. Ben, je pense que c'est assez typique. Tu sais, dans la vingtaine, on se cherche, on essaie de s'installer. Puis dans la trentaine, je pense qu'on commence à réaliser un peu plus qui on est. Puis moi, en fait, ben, je te dis ça, c'est vraiment comme en regardant en arrière, mais dans ma trentaine, je souffrais d'anxiété. C'était débilitant presque, l'anxiété dont je souffrais. Mais à l'époque, on n'avait pas vraiment de langage autour de ça comme on a aujourd'hui. On n'avait pas nécessairement non plus d'organisme. On ne parlait pas tant que ça de santé mentale. C'est bien tabou. Fait que je ne savais même pas ce qui se passait avec moi. Puis, tu sais, quand tu te sens anxieux, tu as l'impression que tu es toute seule, donc tu ne peux pas en parler. Il y a de la honte autour de ça. Mais c'est vraiment, je pense, une des causes principales, c'est que, ben, j'avais fait un premier burn-out dans ma trentaine, mais très sérieux, avec dépression clinique profonde et tout ça, qui m'a vraiment amené, c'est vraiment ça, je dirais, qui m'a amené sur le chemin de la croissance personnelle, à redéfinir mon purpose, justement, à ce moment-là. Et ensuite, j'ai vraiment continué dans cette voie-là. J'ai jamais arrêté, en fait. Et donc, ouais, je pense que c'est comment mon corps manifestait les enjeux que je vivais, parce que je me suis rendu compte sur le tard, en fait, que j'avais vécu la majorité de ma vie avec un syndrome post-traumatique complexe, un CPTSD. Oh! Ouais. OK, puis quel âge t'avais? Écoute, ça fait pas longtemps que j'ai réalisé ça. Je pense que j'avais peut-être justement ça, 51 ans, 50 ans. Parce que j'ai commencé à beaucoup lire sur le système nerveux, sur le trauma, puis j'ai commencé à lire des livres. Puis j'ai aussi vécu un trauma aigu, donc juste au moment où est-ce que ma ménopause commençait. Puis c'était des symptômes que je connaissais déjà, en fait. C'était rien de nouveau. C'était juste hyper accentué, hyper aigu, mais c'était... Puis là, je me suis rendu compte, puis avec la thérapie que j'ai faite, avec la thérapeute aussi merveilleuse, avec qui j'ai travaillé, je me suis rendu compte que c'est ça, j'avais j'avais vécu avec un CPTSD pas mal toute ma vie et que là, c'était juste devenu plus intense, plus aigu. Mais j'ai beaucoup appris sur moi à ce moment-là. Et c'est ça, j'ai compris plein de choses. J'ai compris pourquoi l'anxiété, j'ai compris pourquoi j'avais vécu ma périménopause de cette manière-là, pourquoi j'avais vécu mes relations amoureuses de la façon dont je les ai vécues. Donc, ça a été vraiment à mon service. C'était très souffrant, mais au final, ça a été à mon service. Oh my God, oui, tellement libérateur à la fois. Ouais. Puis à quel âge tu as vécu un PTSD? Ben c'est ça, comme je te dis, ça a été pas mal toute ma vie. OK. Ça s'est manifesté de façon où est-ce que j'étais fonctionnelle, finalement, tu sais. Et finalement, le trauma aigu que j'ai vécu, c'était en 2021, donc j'avais 50 ans.
40, 50 ans, ouais. Mais je suis en train de me questionner, toujours ton go énergétique, puis partout là, que tu étais conçu, c'était un mécanisme de défense. Absolument. Oh, j'ai des frissons. Ouais, OK, intéressant. Fait que c'est intéressant parce que on peut être tout le temps dans le go, puis le monde te trouve wow, énergétique, mais toi, c'est un personnage, là. Carrément, là. Ben, je dirais pas que c'est un personnage, c'est plutôt comme c'est une réaction traumatique, en fait. C'est une réponse traumatique à un stimuli qui fait que dans ton système nerveux, tu te mets tout de suite en fight or flight. Puis flight, ça peut avoir l'air de plein de choses, puis dans la société, ben, pas dans la société, mais dans la vie d'une personne, ça peut être je vais travailler énormément, mais c'est comme une fuite en avant pour pas ressentir l'anxiété, la peur, le deuil, donc des sentiments qui sont très difficiles. Puis souvent, c'est parce qu'on ne sait même pas c'est quoi l'origine de ça. On n'a pas vraiment les outils on n'est pas outillé pour gérer ces émotions-là. Puis on n'est souvent pas vraiment accompagné parce qu'il y a encore aujourd'hui pas tant de thérapeutes ou d'accompagnants ou de coachs qui s'y connaissent en trauma, qui s'y connaissent en accompagnement du trauma, qui sont trauma aware ou trauma informed. Et donc, ouais, tu sais, on peut passer notre vie, en fait, en fight or flight. Et donc, ça peut se manifester par quelqu'un qui est hyper productif, qui répond vite aux courriels, qui va être comme dans le go, puis qui va comme cocher des listes. Puis, ça dépend vraiment de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Tu sais, si c'est quelque chose qui est fait dans le flow, dans le calme, on peut être très productif en étant dans le flow, mais on peut aussi être très productif comme une réponse traumatique, finalement. Oui, parce que toi, quand tu as fait ton burn-out, ça veut dire que tu n'étais pas dans ton flow, là. Bien, quand on arrive à un point de burn-out, c'est qu'on a épuisé toutes nos ressources. C'est ça. Toutes nos ressources sont complètement à plat. C'est ça. Ouais, ça fait du sens. Moi, je disais aussi le burn-out, dépression, c'était on dévie de notre mission, comme notre corps nous dit d'arrêter parce qu'on n'est pas du tout aligné parce qu'on est censé venir pour, là, tu sais, là. Exact. Pour à soi obligatoire parce que ton corps est plus fonctionnel, tu sais. Exact. Puis ça peut être au niveau de la mission, plus, mais ça peut être aussi au niveau de on peut être sur notre X et en même temps être, par exemple, dans une organisation qui est toxique pour nous, avec des personnes qui sont toxiques pour nous, etc. Donc, puis je dirais ce qui est intéressant, puis je réfléchissais à ça justement ce matin, c'est que quand on arrive à la ménopause, à la périménopause, on a le débalancement hormonal en plus, comme amplifié quelque chose. En fait, ça vient toujours amplifier ce qui est déjà là. Donc, si ce qui est amplifié, c'est le flow, le bonheur, être sur son X, c'est possible qu'on ait des symptômes, c'est possible qu'il y ait des choses qui soient difficiles, mais ça va juste venir amplifier peut-être quelque chose, peut-être pas tant au niveau santé mentale, mais peut-être au niveau physiologique. Comme par exemple, il y a beaucoup de femmes qui souffrent de PMDD, donc de PMS, mais très, très amplifié, et qui ont une sensibilité hormonale accrue. Et donc, pour des femmes comme ça, elles peuvent être sur leur X et tout ça, mais si elles prennent, par exemple, de l'hormonothérapie bioidentique, ça se peut que ça vienne amplifier quelque chose qui était déjà une sensibilité au niveau purement physiologique. Fait que ça, c'est au niveau du corps, mais après ça, au niveau santé mentale, si tu es dans un partenariat qui ne fonctionne pas pour toi, dans un travail qui ne fonctionne pas pour toi, qu'avec, mettons, tu as des ados, puis que c'est difficile, puis qu'en plus, tu t'occupes de tes parents âgés, puis que tu es la go-to person pour plein de monde, ben le débalancement hormonal va juste venir amplifier toutes ces situations-là qui étaient déjà, disons, qui n'étaient pas à ton service, puis ça va venir donc amplifier la façon dont ton corps et ton mental vont venir manifester qu'est-ce qui était déjà problématique. Ça va être un amplificateur. Ouais. Ça, tu parles des hormones, non? Quand c'est dans nos hormones. Fait, vas-y, continue dans ton trauma aigu, je pense que tu l'as appelé. Oui. À 50, 51 ans, donc c'est récent, ça, là. Oui, c'est récent. Ben, je vais avoir 53 ans cet automne, donc ça fait à peu près, ça fait 3-4 ans. En fait, c'est une rupture qui a été, qui m'a causé un trauma. Et en même temps, en fait, c'était comme vraiment un concours de circonstances. C'était donc cette rupture. Je commençais aussi un travail qui s'est avéré être vraiment désastreux pour ma santé mentale.
Et en même temps, je commençais mes symptômes de ménopause. Donc, j'avais des débuts de bouffées de chaleur, j'avais des débuts de suée nocturne. Je sentais qu'au niveau de ma cognition, tu sais, j'oubliais des mots une fois de temps en temps, des choses comme ça. Fait que ça, j'avais déjà commencé à le remarquer. Je le surveillais déjà. Je notais, tu sais, qu'est-ce qui se passait. Mes règles aussi étaient différentes. J'ai eu des épisodes, ce que j'avais jamais eu dans ma vie, où est-ce que j'avais des règles presque hémorragiques. Ça me faisait peur, tellement que que je perdais du sang. Puis ça, tu sais, quand je regarde en arrière, tout ça est normal dans la périménopause. Okay. Et donc, tout ça, en fait, c'était vraiment, ça a créé un vortex, ces trois, disons, situations-là. Donc, tu sais, tu peux dealer avec une rupture qui crée un trauma. Tout seul en soi, c'est quand même quelque chose. Tu peux dealer tout seul en soi avec la ménopause, tu peux dealer tout seul en soi avec un emploi qui est toxique, mais les trois en même temps. C'est le combo comme. Ça a été un cocktail vraiment explosif. Puis, en fait, j'ai sombré assez rapidement dans des états qui étaient vraiment dramatiques. Là. Je te dirais, j'ai pratiquement pas dormi pendant 6 mois. Oh my God. J'avais des gros symptômes. Je faisais de l'anxiété généralisée, j'avais de la rumination de pensée constante. J'avais des énormes bouffées de chaleur. Des fois, j'en avais 30 fois par jour. J'avais des suées nocturnes. J'avais des terreurs nocturnes aussi. Tu sais, quand les enfants sont petits, j'avais ça. Puis plein de choses. Puis écoute, je me retrouvais dans des situations où est-ce que fallait que je performe au travail. Donc, j'étais sur Zoom, je donnais une formation, je faisais comme un webinaire. Puis là, tout à coup, j'oubliais complètement qu'est-ce qu'il fallait que je dise. J'oubliais même le nom de mes collègues. Puis, tu sais, je suis une personne qui est quand même très performante au niveau mental, au niveau cognitif. Et donc, ça m'a vraiment rentré dedans parce que tout à coup, je ne savais plus du tout qui j'étais, je ne dormais plus. Donc, quand tu ne dors pas, tu te reconnais plus, tu n'as plus de patience, etc. Donc, tout ça, c'est comme enclenché. Puis, à un certain moment donné, j'avais même de l'idéation suicidaire. C'est à ce moment-là où j'ai fait, OK, non, là, ça marche vraiment pas. Là, Puis, quand tu es dedans, c'est comme si tu essaies de continuer à fonctionner parce que tu dis, ben non, mais il y a quelque chose qui va changer, ben non, mais là, ça ne peut pas durer. Mais tout ce que ça faisait, c'est que ça a continué à aller vers le bas. Puis quand j'ai commencé à avoir ces idées-là, j'ai fait, OK, non, là, ça ne fonctionne plus. Et à ce moment-là, j'ai contacté ma médecin. Je lui ai parlé, je venais de voir l'excellent documentaire de Véronique Cloutier. J'avais commencé à me former sur les hormones bioidentiques. Ma médecin, heureusement, a accepté de me prescrire de l'estradiol et de la progestérone bioidentique. Et elle m'a mis aussi en congé maladie pour burn-out. Et donc, c'est là que j'ai commencé, c'est là que j'ai touché le fond. Et donc, c'est là que j'ai commencé à aller vers, pour, disons, me sortir de cette situation-là. Puis, tu sais, on disait, là, tu sais, comme moi, je disais, ben, tu sais, si je travaille sur moi constamment, tu sais, quotidiennement, tu sais, depuis que j'ai 33 ans, quand est-ce que je vais arriver en ménopause, périménopause, etc., ou un ou l'autre, ça va bien passer, ça va bien aller, tu sais, parce que je suis prête, mais finalement, de quoi est-ce que tu me dis, tout le travail que tu faisais encore sur toi à ce moment-là, on n'est pas à l'abri de ça, hein? On n'est pas à l'abri du trauma, ça c'est sûr. On n'est pas à l'abri des situations complètement imprévues qui peuvent nous arriver. Je soupçonne aussi que l'effet que la COVID a eu sur nous individuellement, mais aussi sur nous collectivement, ça a certainement eu un effet démultiplicateur pour beaucoup de femmes, parce qu'on l'a vu au niveau des statistiques, c'est les femmes qui devaient s'occuper, tu sais, qui effectivement se sont plus occupées, par exemple, des enfants. C'est les femmes qui ont beaucoup écopé dans leur travail aussi. Et donc, ça amplifie une situation où est-ce qu'au niveau hormonal, on vit des débalancements.
ce qui est normal en périménopause, mais de vivre du stress chronique comme ça, qui est non seulement au niveau personnel, non seulement au niveau hormonal, mais au niveau social et sociétal, je veux dire, je pense qu'on comprend même pas encore ce que ça peut faire pour une personne. C'est vrai. Hey, imagine, ben, toi, tu étais en plein dedans durant la COVID, hein? Tu étais en plein en la transition préménopause, puis ménopause, c'est capoté, là. Oui. Puis, je ne suis pas la seule. Je veux dire, moi, je fais partie de la génération X. Et donc, on est des milliards de femmes à travers le monde qui vivent ça exactement, puis qui l'avons vécu tout en même temps. Puis, dans la ménosphère que j'appelle, il y a énormément de conversations en ce moment, justement, sur le fait que les médecins doivent absolument se former pour pouvoir nous accompagner dans notre transition. Au niveau du travail, on ne peut pas avoir les mêmes expectatives de nous quand on n'est pas capable de dormir, quand on a des problèmes de cognition, puis que dans cette phase où est-ce qu'on est en train d'essayer de trouver des solutions. Parce que, moi, je prends de l'hormonothérapie bioidentique, mais ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est une bonne candidate pour cette thérapie-là. Donc là, ça peut être un peu plus long avant de trouver les bonnes approches, les bons trucs. Puis moi, je suis relativement en bonne santé, mais il y a des personnes qui ont aussi d'autres problématiques sous-jacentes, donc qui peuvent être amplifiées justement au moment de la périménopause, transition de la ménopause. Donc, c'est important d'aller investiguer tout ça. Et en même temps que je dis ça, ce que tu dis est aussi vrai. Si on a les bons piliers au niveau de notre mode de vie, c'est-à-dire qu'on mange bien, on fait de l'exercice relativement régulièrement, on essaie de maintenir le stress au minimum, etc. On a comme des pratiques, par exemple, de méditation, etc. C'est sûr que ça nous aide avec notre base. Ça nous aide avec la résilience physiologique et mentale de base pour mieux passer au travers de la ménopause. Ça, c'est sûr. Oui. C'est ça que je prône, j'essaie de prôner aussi à mes clientes, c'est vraiment avoir à chaque jour qu'est-ce que j'ai en mon pouvoir aujourd'hui, ici, maintenant. Quand on dit à toute notre vie, c'est comme dur, là, c'est comme lourd, là, tu sais. Ouais. J'essaie de dire, qu'est-ce qui est en ton pouvoir aujourd'hui, ici, maintenant. Puis, moi, c'est ça, je prône, c'est life balance, c'est l'équilibre de vie sain au quotidien, tu sais. Ouais. Puis, là, aujourd'hui, par rapport à ton trauma, puis je sais pas comment tu l'avais appelé tantôt. Moi, ici, en bon français, on appelle ça PTSD, là. Ouais. Je pense que c'est la même chose. Comment tu dirais sur 10 à ce niveau-là? Comme 10, je suis complètement guérie. Comment tu dirais? Tu sais, pour les personnes qui nous écoutent, qui se sentent relate avec toi, tu peux-tu t'en libérer de ça? Ouais. Je dirais absolument oui. C'est sûr et certain. Je te dirais, je suis à 9. Oh, wow! Des fois 8. Ça dépend. Ça dépend aussi dans ton cycle aussi. Moi, j'ai plus de cycle. Mais, oui, il y a des cycles. Ouais, on va en parler. Oui, mais pour les femmes encore qui sont encore cycliques, oui, absolument, ça dépend vraiment où est-ce que tu es dans ton cycle. Oui. Je dirais que c'est absolument possible de guérir de ça. C'est sûr que je vais toujours conserver à la base des fragilités à certains niveaux, tu sais, comme par exemple au niveau de la négligence, au niveau des blessures d'abandon, des choses comme ça. C'est toujours quelque chose qui va rester une certaine forme de fragilité dans, je te dirais, l'architecture de ma résilience, on va dire. Et en même temps, avec tout le travail au niveau thérapeutique que j'ai fait, mais aussi au niveau du système nerveux. Donc, moi, j'ai étudié le système nerveux. J'ai fait énormément de pratiques par moi-même, justement pour me guérir moi-même en premier, pour savoir c'est quoi le chemin de la guérison, pour après ça être en mesure d'accompagner d'autres personnes là-dedans. Puis, je suis constamment en formation. Puis, ce qui est intéressant, puis je pense que c'est le cas pour plusieurs choses, mais quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, bien, j'ai commencé à rencontrer des gens qui étaient dans cette démarche-là ou qui étaient des thérapeutes. Et ça crée un effet d'entraînement, en fait. C'est que quand on commence à s'intéresser à cette question-là, qu'on veut guérir, qu'on veut évoluer, bien, naturellement, on commence à attirer des personnes comme ça sur son chemin. Et j'ai vu pour moi-même, dans mon corps, dans mon vécu à moi, que c'est possible. Et je l'ai vu chez d'autres personnes aussi. Donc, c'est sûr que
ça prend des efforts. Il faut vraiment vouloir. Ouais. La première étape, je te dirais, c'est de sortir de la résignation. C'est de sortir de, les choses sont comme ça, puis ça peut pas être autrement. Puis se dire, non, ça peut être autrement. Les choses peuvent être différentes. Puis ça, c'est vraiment la première étape, c'est de se dire, les choses peuvent être différentes. Je sais pas comment, je sais pas quand, je sais pas qu'est-ce que ça va prendre, mais je commence. Puis comme tu dis, à tous les jours, de faire des pratiques, à tous les jours, d'aller dans cette direction-là, de changer de mindset. Tu sais, moi, je considère que j'ai fait de l'autothérapie pas mal non-stop à temps plein pendant au moins 1 an et demi, là, je dirais. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé ce que j'ai pu trouver. Ouais, oui. Et puis aujourd'hui, je suis dans une relation amoureuse qui est hyper épanouissante. Où est-ce qu'au début, quand on s'est rencontrés, j'ai eu des réponses traumatiques au niveau relationnel, mais c'est quelqu'un qui est tellement stable, qui est tellement dans un attachement sécure que ça m'a vraiment permis de... Comment? Je suis sûre que tu as guéri grâce à ça. Complètement. Ah oui, tu sais, quand on vit du trauma en relation. Tu sais, le trauma, c'est presque toujours relationnel d'une façon ou d'une autre. Et donc, c'est aussi en relation qu'on est capable de guérir. Puis aujourd'hui, Luce, tu dirais-tu plus comme, tu sais, étais beaucoup dans ton masculin, là, comme avant de tous ces wake-up-là, puis tous ces réajustements-là dans ta vie, tu sais, étais go, go, go. Aujourd'hui, tu dirais-tu plus dans ton féminin ou tu sais jongler pas mal entre les deux, là? Je fais toujours très attention avec l'espèce de polarité masculin-féminin parce que je trouve que il y a comme un piège un peu là-dedans, tu sais, de dire t'es seulement dans ton féminin quand t'es yin, quand t'es dans l'ouverture, la réceptivité, etc., puis t'es automatiquement dans ton masculin quand t'es go, go, go. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec tous ces enseignements-là autour de la polarité parce que je trouve que la polarité, c'est un mariage intérieur. Pour moi, puis je te dirais, quand on commence à guérir de ces traumas, c'est beaucoup plus facilitant d'aller vers cette démarche de mariage intérieur-là. Parce que le masculin-féminin, la polarité, en fait, c'est que c'est pas un ou l'autre, c'est les deux ensemble. Puis c'est la danse entre les deux. Et quand on est à l'intérieur de soi capable de danser entre les deux polarités, à ce moment-là, ça se manifeste à l'extérieur aussi. Et donc, ce que je pourrais dire aussi, c'est que quand j'étais dans le go-go-go, j'étais pas nécessairement dans mon masculin, j'étais dans ma réponse traumatique. Et ça peut être masculin comme féminin. Pour moi, ça n'a pas nécessairement c'est pas coloré par le genre, en fait. On peut être un féminin très, très feu, très actif et être quand même très dans le féminin. Donc, je pense que ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une meilleure emprise, j'ai une meilleure capacité, puis j'ai une meilleure appréciation de la danse entre le féminin et le masculin à l'intérieur de moi. OK. Oh, j'aime ça, comme si tu as eu comme une guérison avec ça aussi en même temps à travers ton processus de guérison. Absolument. Puis là, pour ceux qui nous écoutent, okay? Là, on parlait de prévention, tu sais, au niveau de la préménopause, puis la ménopause, puis tout ça. Comment est-ce que tu aimerais, qu'est-ce que je devrais faire, moi, en tant que femme qui est encore bien régulière, je pense? Non, je pense. Je suis régulière dans mon cycle, mais j'ai beaucoup de femmes dans mon entourage qui ont préménopause, qui ont de la misère, qui se sentent pas bien. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Qu'est-ce qui serait la meilleure manière de la prévention, la meilleure façon pour elle de gérer tout ça, là? La première chose, c'est le stress. Parce que le stress, c'est vraiment dans tout ce qui est littérature scientifique au niveau des symptômes de périménopause, ménopause, c'est vraiment le facteur qui est le plus démultiplicateur des symptômes. Donc, de trouver des façons non seulement de gérer le stress qui est présent, mais d'éliminer une grande partie du stress chronique. Puis ça, pour les femmes, je vais généraliser beaucoup, beaucoup, mais je pense qu'en général, ça passe beaucoup par établir des frontières extrêmement claires entre ce qu'on est capable de faire, ce qu'on veut faire et ce qu'on n'est pas capable de faire et ce qu'on ne veut plus faire. Puis ça passe par des conversations qui peuvent être difficiles avec des partenaires, des conjoints, avec des patrons, des collègues, avec des amis, avec des parents, avec des enfants aussi.
parce qu'on vit encore, malheureusement, dans une société où est-ce que la grande majorité du soin, du care tombe sur les femmes, que ce soit au travail ou que ce soit à la maison ou que ce soit dans les familles, etc. Donc, socialement, sociétalement parlant, les hommes doivent faire leur travail. Les hommes doivent prendre en charge beaucoup plus de la charge mentale. D'ailleurs, j'écoutais un super podcast qui parlait d'une approche qui s'appelle Fair Play, basée sur des approches scientifiques. C'est très, très intéressant. Si tu veux en savoir plus, Fair Play, moi, j'ai adoré ça. Donc, d'une part, les hommes doivent faire leur travail et les femmes aussi doivent mettre leurs limites, être très au fait de « Hey, qu'est-ce que ça fait dans mon corps, dans mon énergie, dans mon humeur quand j'en fais trop, quand je vais au-delà de mes limites? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça fait? » Parce que quand on est toujours en train de donner à partir d'un verre à moitié vide ou presque vide, ben c'est sûr que ça va avoir un effet qui va aller vers où est-ce qu'on va être littéralement vidé, puis ça mène au burn-out, on le sait. Tandis que quand on focus sur nous et qu'on est capable de remplir son propre verre et qu'on est capable de verser à partir d'un verre qui est plein puis qui est surabondant, ben on est au service de soi, mais on est au service de tout le monde aussi. Ah oui? Donc, la première chose, gérer le stress, avoir des frontières claires. Je dirais aussi, c'est super important d'être dans son corps. Puis ce que je veux dire par là, c'est que on vit dans une société où est-ce qu'on est très dans le mental, on existe là, comme à peu près là, tu sais. On est dans nos écrans, etc. Puis c'est super important de revenir dans notre corps, de ressentir ce qui est vraiment présent. Moi, je fais énormément de pratiques somatiques, c'est-à-dire de ressentir vraiment au niveau très subtil, très profond, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce que mon corps essaie de me dire, parce que 80% des messages neuronaux, en fait, proviennent non pas du cerveau, mais proviennent de tout le reste du corps au travers du nerf vague. Et 80% de ça va vers le cerveau qui ensuite, lui, va interpréter, créer des narratifs, avoir des pensées par rapport à tout ça, mais tout part du corps. Donc, vraiment de s'intéresser aux somatiques, à comment est-ce que je me sens vraiment, d'aller développer le langage de son propre corps. Ça, c'est super important. Puis ensuite, évidemment, ben, tous les piliers qu'on connaît de la santé, c'est-à-dire privilégier le sommeil. Pour les femmes, le sommeil, c'est extrêmement important. Dans des études récentes, en fait, ce qu'on a découvert, c'est que les femmes avaient besoin de 9 à 10 heures de sommeil par nuit comparativement aux hommes, où est-ce que c'est entre 6 et 10 heures. Absolument. Parce que la majorité des études, en fait, ont été faites sur des corps d'hommes et non pas sur des corps de femmes. Mais quand on commence à faire des recherches sur et pour les femmes, on commence à découvrir des choses comme ça, par exemple, où est-ce que les femmes ont besoin de plus de sommeil, de plus de repos, pour que, justement, le corps puisse produire le bon niveau d'hormones, puisse avoir un équilibre au niveau hormonal, au niveau du système nerveux, au niveau de la santé du microbiome. Et ça, c'est vraiment autre chose qui est extrêmement important, c'est la nutrition. Mais pas nécessairement de clean eating. Tu sais, parce que ça, on ne sait pas ce que ça veut dire au fait, mais c'est de savoir pour soi-même, est-ce que j'ai des sensibilités nutritionnelles? Moi, par exemple, j'avais des sensibilités au niveau des produits laitiers puis au niveau du gluten. Puis j'ai découvert d'autres sensibilités. Puis quand j'ai retiré ces aliments-là de mon alimentation, mon énergie a grimpé, j'étais plus de bonne humeur, etc. Même chose avec la santé du microbiome. C'est extrêmement important. On a un deuxième cerveau au niveau du microbiome. Et donc, c'est ultra important d'aller prendre soin de la santé de notre microbiome parce que ça va avoir un effet sur la cognition, sur le cerveau, sur les pensées et donc sur la façon dont on se sent, sur la santé mentale. Très, très, très important. Donc, je pense que j'ai nommé les principaux, le repos, le sommeil, la nutrition et évidemment, ben, le mouvement, de bouger, mais pas nécessairement de faire des entraînements ultra des crossfit, puis ça, puis des marathons, là. Exact. C'est bien, je veux dire, il y a des corps pour qui ça leur va bien. Mais l'important, c'est de bouger, mais je dirais même plus, c'est de bouger de façon agréable, de façon qui nous procure du plaisir. C'est comme moi, j'ai renoué justement dans tout mon processus de guérison, j'ai renoué avec la danse. Donc, je danse à chaque semaine. Je fais de la danse 5 rythmes, je fais de la danse extatique, je danse des fois dans mon salon avec mon amoureux.
La danse, ça m'apporte un plaisir, un bien-être incroyable et ça fait bouger le corps en même temps. Donc, le mouvement, puis, tu sais, ça peut être, il y a des gens qui aiment la salsa, il y a des gens qui aiment le baladi, puis ça peut être autre chose aussi, mais ce qui nous procure du plaisir, c'est super important. Puis, tu sais, ils disent à partir de 40-45 ans, les gros workouts, le cardio n'est plus trop. Non. C'est ça, hein, c'est plus musculaire, avoir un bon tonus aussi, puis les stretches. Ouais. Chez notre corps. Comme moi, ça fait 1 an là, que j'ai tout le temps mal là. Ma masso, je vais l'avoir aux 2 mois. Il faudrait quasiment que je vais l'avoir aux semaines. C'est comme ça, pas de bon sens. Mais c'est que je travaille beaucoup. J'ai une bosse ici, là, à cause du téléphone, puis mon ordi. Puis c'est fou, là, comment ça me travaille. Comme je le travaille quotidiennement, puis ça fait 1 an. Ouais. J'ai encore des douleurs. Fait que c'est vraiment, comme c'est ça qu'elle me disait, la masso, plus tu vieillis, plus que les stretches sont importants. Puis ça peut être considéré comme ton mouvement de la journée, là. Absolument. Oui. Absolument. Puis ça que tu dis là, Luce, est-ce que ça convient aussi à la ménopause? Comme tu mettrais tout ça dans le même bateau que la ménopause, qu'il y a une autre préparation à faire? Oui. Quand on commence à aller vers les années où est-ce qu'on va avoir notre ménopause, c'est comme en Amérique du Nord, la moyenne d'âge, c'est 51 ans. Par contre, ça va varier vraiment d'individu en individu. Il y a des personnes qui ont leur ménopause à 55, 56, 57. Il y en a qui l'ont à 38, 39, 40. Donc, ça dépend des antécédents familiaux, notamment de quand est-ce que ta mère elle a eu sa ménopause. Mais ça va aussi être influencé par le mode de vie puis par ce qui se passe aussi au niveau social. Donc, c'est en gros, on peut à peu près se baser sur l'âge de notre mère, mais en même temps, ça va vraiment dépendre de ce qui se passe dans notre corps spécifiquement à nous. Et donc, mettons que ta mère, je vais prendre mon cas à moi, si quelqu'un m'avait préparé, si j'avais été accompagnée là-dedans, la personne vers justement 48, 49 ans, elle m'aurait dit, « Hey, dans quelques années, tu vas avoir ta ménopause, ça pourrait être bien de… » Regardez ton stress, regardez au niveau du mouvement, est-ce que c'est le bon mouvement pour toi, est-ce que c'est agréable, etc. Au niveau de la nutrition, tu sais, fait que j'aurais pu me préparer de cette façon-là, de façon encore un petit peu plus assidue ou de façon un petit peu plus focusée, quelques années avant vraiment ma transition de la ménopause. Et dans un monde idéal, si j'imagine un monde utopique qui n'existe pas encore, l'employeur que j'avais à ce moment-là aurait eu une politique sur la ménopause. J'aurais pu peut-être commencer à discuter de ces choses-là avec mon employeur, à savoir, là, je commence à me sentir un petit peu moins bien, mon sommeil est moins reposant, tu sais, je suis comme un petit peu moins là et j'aurais pas vécu le stigma parce que ça, c'est aussi un problème. Les femmes qui commencent à vivre ces situations-là, elles mettent la faute sur elles-mêmes. Il y a beaucoup de honte. Donc, elles ont pas tendance à en parler ni avec leur entourage, ni avec leur employeur. Fait que ça amplifie encore plus le problème parce que là, tu te sens isolée, tu te sens toute seule, etc. Donc, tu sais, dans un monde idéal, c'est quelque chose qu'on pourrait parler avec nos collègues, qu'on pourrait parler avec les ressources humaines et il pourrait y avoir des ajustements progressifs pour éviter justement que les femmes tombent dans une problématique très aiguë au niveau des symptômes. Oh my God, tu as tellement raison. Mais finalement, la préménopause, c'est comme une préparation à ça. Fait que tout ce que tu as nommé là, puis comme tu dis, en parler ouvertement, toi, selon toi, c'est pas mal ça, tes clés, là, ton secret sacré pour aider la femme à mieux vivre ça. C'est sûr qu'il y a d'autres choses, mais comme… Il y a plein de choses. C'est un sujet qui va toucher tous les domaines de notre vie puis tous les systèmes de notre corps. Donc, tu sais, puis ça dépend vraiment de chaque femme. Tu sais, il y a des femmes qui sont dans des domaines où est-ce que, tu sais, c'est vraiment possible d'avoir un bon équilibre travail-famille. Et il y en a qui sont dans des domaines où est-ce que c'est hyper difficile. Donc, tu sais, encore une fois, je pense que ce qu'on peut généraliser, c'est la gestion du stress, définitivement. Que ça soit au niveau d'en parler avec son employeur, d'en parler avec son entourage, de mettre des limites. Ça, je pense que c'est vraiment applicable à n'importe qui. Puis
Puis après ça, ben, de développer la capacité de parler de ces choses-là. Ouais. Puis ça, c'est pas facile parce que c'est encore, comme j'ai mentionné, c'est encore très tabou. Puis, ben, c'est pas, comment dire, il y a, c'est pas des entrées en matière faciles à faire, tu sais. C'est ça. Mm-hmm. Puis, tu sais, aujourd'hui, comparativement avant, la femme travaille beaucoup, là. Oui. Elle gère beaucoup elle fait autant que l'homme parce qu'on on est obligé de travailler tous les deux temps plein. Hein. Avant, ça se faisait mais de travailler temps partiel ou whatever, pas travailler, s'occuper des enfants d'unifamilial. Mais là, la femme a fait la même chose que l'homme. Donc, l'homme devrait faire la même chose que la femme. Absolument. Absolument. Puis d'où l'intérêt de développer des nouvelles approches dans les partenariats familiaux, amoureux. Puis je te dirais, même au niveau du travail, parce que, mine de rien, ben, on vit dans un monde qui est très linéaire, qui est très masculin. Et nous, on a des corps cycliques. Tu sais, on n'a pas le même niveau d'énergie quand on est dans notre phase lutéale que quand on est dans notre phase menstruelle. Et ça, ben, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le monde du travail. Tu sais, on est calqué. En fait, le monde du travail est calqué sur un corps d'homme. Oui. Oui. Oui, parce qu'avant, c'était les hommes qui travaillaient tout le temps. Exact. Puis il n'y a jamais eu d'ajustement dans le monde du travail pour prendre en compte la nature cyclique de la femme. Donc, je pense que ce n'est pas tellement la question de avant, on pouvait moins travailler. Non, c'est qu'il n'y a jamais eu, dans notre société patriarcale, il n'y a jamais eu d'ajustement vers une prise en compte de la cyclicité. Puis je dirais, en général, il n'y a pas de prise en compte de la cyclicité. Tu sais, dans les projets, par exemple, ben, on planifie jamais pour la fin d'un projet, on planifie jamais pour la fin de quelque chose. Puis quand on regarde dans la nature, du moins en Amérique du Nord, ben, on a 4 saisons. Mais dans la majorité des projets, des emplois, de tout ça, il n'y a pas de saison. C'est toujours, il faut que toujours ça soit l'été. Oui, go. Puis elle ne considère pas les moments plus down, les accidents, les whatever, là, Exact. C'est crazy. Puis avant de terminer, comme, tu sais, tantôt, on disait le cycle féminin quand la femme est menstruée, mais en ménopause. Moi, j'ai entendu qu'il y avait des femmes qui vivent encore leur cycle. Fait que j'aimerais t'entendre là-dessus, toi. Ben, c'est sûr que dans la... Comme moi, je connais des femmes qui ont 54, 55, 56 ans et qui ont encore leur cycle. OK. Donc... Elles sont en ménopause, là. Elles sont en ménopause. Ben, en fait, elles ne sont pas encore ménopausées parce que la ménopause, c'est quand on n'a plus... c'est quand nos ovaires ne produisent plus de follicules et non plus d'ovules. Donc, ça, c'est vraiment la définition de la ménopause, c'est quand il n'y a plus d'ovules. Et donc, il n'y a plus de production par les ovaires d'estradiol. Puis, il n'y a plus de production de progestérone ou à peu près pas. Puis que là, la production commence à se faire plus dans les glandes surrénales. Puis dans d'autres parties du corps aussi. Ça, c'est la définition de la ménopause, c'est qu'il n'y a plus d'ovules, il n'y a plus d'ovulation et donc il n'y a plus de menstruation. Donc, ce n'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question de où est-ce que toi, tu es rendu chronologiquement au niveau de la vie intime de tes ovaires. C'est vraiment ça la définition. Et donc, quand il n'y a plus d'ovules, il n'y a plus d'ovulation, il n'y a plus de menstruation, ça, c'est la ménopause. Et donc, on passe presque la moitié de notre vie en post-ménopause. Parce que la ménopause, en fait, tu sais, il y a des gens qui disent la ménopause, c'est une journée. C'est-à-dire que c'est la journée après que ton dernier œuf puis que tes dernières menstruations sont terminées. Après, tu es en post-ménopause. Ouais, on peut dire ça, mais toi, comme tu ressens pas rien, là, comme tu te sens-tu plus linéaire maintenant? C'est drôle que tu le mentionnes parce que j'en parlais justement avec mon amoureux. C'est sûr que je ne vis plus les grandes vagues des hormones de quand on est dans notre cycle. C'est sûr que ça, je ne le vis plus du tout parce que c'était tellement intense. Je veux dire, moi, j'avais beaucoup d'états d'âme. J'avais mon cycle. Donc, ces états d'âme-là, je ne les ai plus autant, puis je ne les ai certainement pas aux 28 jours, ça, c'est sûr. En même temps, il y a comme, je sens comme une nouvelle cyclicité, en fait, qui commence à s'installer, qui est beaucoup plus subtile, beaucoup plus nuancée. Et
pour l'instant, c'est difficile pour moi de te dire est-ce que c'est un lien avec mes hormones ou est-ce que c'est un lien avec la lune ou est-ce que c'est un lien avec les saisons. C'est difficile pour moi de le dire, mais c'est une autre forme de cyclicité qui est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus spirituelle aussi, je te dirais. Ouh, j'adore ça. Et puis, pour terminer, qu'est-ce que tu aimerais partager aux femmes qui sont en prévention, je dirais, qui sont plus en préménopause, là? Ou rapper, juste pour bien, comment on dit ça en français, rapper, emballer tout ton message aujourd'hui, c'était, by the way, comme ça passait trop vite, comme je t'aurais écouté encore, fait que merci encore. Et qu'est-ce que tu aimerais finir avec aujourd'hui, Luce? Oui, prendre soin de soi, vraiment, puis de façon, je dirais, complète, puis vraiment en se priorisant. C'est très, très important de se prioriser en préménopause, de focusser sur le sommeil, le repos, de focusser sur qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous donne du plaisir. On n'a pas parlé beaucoup de ça, mais ce qui nous donne du plaisir, d'éliminer tout ce qui est toxique, d'éliminer le stress chronique. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Vraiment. Tu sais, puis tu dis ça comme aujourd'hui, à mon âge, je suis juste comme, je veux plus niaiser avec quoi ce qui est plus aligné, là. J'ai plus à perdre. Puis je pense que c'est ça, tu es en train de dire, c'était parce que justement, je suis en train, mon corps s'en va vers ça. Puis lui, il sait, arrête de perdre ton temps sur des futilités, puis ce qui n'est pas sain avec toi, puis il reste. Parce que moi, plus que je vieillis, plus que je deviens ermite, plus que j'ai besoin de me trouver à moi-même. C'est vraiment un besoin, là. Ouais. Les enfants le savent, puis chum aussi. Peut-être que c'est ça, peut-être. En tout cas, on ne sait pas. C'est l'expérience de plusieurs femmes, en fait, dans la situation de la ménopause, qu'elles ont besoin vraiment d'être toutes seules, elles ont besoin d'intériorité, de moments méditatifs. Ouais. Puis ça, il faut vraiment s'écouter parce que moins on s'écoute, plus, à mon sens, à moi, là, moins on s'écoute, plus on va amplifier nos symptômes de ménopause. C'est clair. C'est vraiment être à l'écoute, puis j'aime quand tu as parlé, je ne sais pas comment tu l'as nommé, mais moi j'appelle ça le réservoir d'amour. Ouais. S'auto-remplir, à en déborder, comme tu as dit, pour ensuite être capable de mieux servir. Ça commence par nommer ses limites, nommer ses besoins, comme tu l'as. C'est toutes des choses que je partage, puis je me dis, oh my God, je suis comme en préventif sans savoir, tu sais, comme c'est un message, plus l'alimentation, tout ça, c'est tout quelque chose que je partage. Fait que je trouve ça vraiment rassurant que qu'est-ce que je preach, c'est en plein pour aider la femme à mieux traverser cet épisode-là, parfois sombre pour plusieurs, là, parfois très difficile et lourde. Absolument. Hey, un gros merci encore. J'espère que les femmes qui vont écouter ça, les mamans vont dire waouh, c'est des belles pépites, c'est à réécouter. Fait que merci encore, Luce, et pour celles qui veulent rejoindre Luce, allez voir dans les keynotes, puis elle va voir ces informations. Fait que encore merci. Puis merci à toi d'avoir été là. Puis n'hésite pas à partager à d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ceci. C'est un beau message de prévention pour les femmes qui vont passer là. Puis même les femmes qui sont déjà dedans, tu sais, il n'est jamais trop tard pour se prendre soin, pour, tu sais, là, de se prendre en main. Il n'est jamais trop tard. Fait que merci. Et n'oublie pas de mettre des étoiles à mon podcast pour faire entendre, élever ma vérité avec tous les invités qui s'en viennent dans mon univers, puis des messages que je vais te partager. Ça vaut vraiment la peine qu'ils soient reconnus et entendus. Donc, merci et à très bientôt, j'espère.